Alors, je suis super content d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'Archidata. Et je vais me faire accompagner du petit Néo qui va nous permettre de voyager dans le temps ces 20 dernières années. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans cette architecture data. Rapidement, je vais me présenter. Moi, c'est Benjamin. Je travaille en tant que référent data chez Octo Technologies. Ça fait une dizaine d'années à peu près que je travaille dans le domaine. J'ai pu travailler sur les pratiques de data engineering, d'architecture data, du cloud. J'ai travaillé aussi sur les aspects de data science et tous les use cases que ça apporte en fait au monde de la data, son industrialisation, etc. Et enfin, j'ai travaillé aussi sur tout ce qui est pratique centrée utilisateur pour concevoir et construire des produits data. Alors sans transition, on arrive directement en 2023. Néo, il se téléporte. Et c'est ça qu'il voit. On parle de Modern Data Stack. Alors il y a beaucoup de choses. Et la Modern Data Stack, finalement, sur la gauche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de sources d'informations différentes. Il y a ensuite ce qu'on appelle les ELT qui vont tirer ces sources d'informations et qui vont les ingérer dans notre brique centrale, qui est le Data Warehouse. Et dans ce Data Warehouse, il va y avoir une suite de transformations successives qui vont permettre d'exposer la donnée de façon modélisée. Et là, on va avoir tout un tas de use cases en fait, qui vont venir se servir dans notre Data Warehouse. Donc on va avoir de la BI traditionnelle, du reporting. Maintenant aussi, on a de l'analytique version intelligence artificielle. On va avoir aussi de la self-service BI. On va avoir tout un tas de produits data qui ont émergé ces dernières années. Alors notre petit Néo, il n'est pas dupe. Il vient des années 2000, lui. En fait, ce qu'il voit, il a un peu ce sentiment de déjà-vu. C'est-à-dire le data warehouse qui est au centre, qui est vraiment cette brique centrale. C'est quelque chose qu'il a déjà vu. Parce que quand il revient en fait, dans les années 2000, il trouve une architecture assez similaire. On a nos sources d'informations qui sont à gauche, les ETL qui tirent l'information dans nos data warehouse, et les use cases qui viennent se servir dans le data warehouse. Alors voilà, la question qui se pose, c'est que finalement, ces 20 dernières années, on a quand même beaucoup parlé de data. On a parlé de big data, on a parlé de machine learning, d'intelligence artificielle, de data science, on a parlé du théorème de CAP. Est-ce que toi, tu es AP? Est-ce que tu es CP? Bon, bref. Finalement, ce qui se dit, c'est est-ce qu'il y a vraiment une révolution data qui s'est passée ou est-ce que c'est seulement un délire de techos qui se sont amusés sur la technologie? Du coup, on va le suivre, on va aller en arrière, 20 ans en arrière, et puis on va voir un petit peu les évolutions qui se sont passées. Dans notre première décennie, de 2000 à 2010, finalement, on a notre data warehouse. Qu'est-ce qui va se passer? Notre data warehouse, il va prendre super cher, parce qu'on va lui demander en fait d'augmenter énormément sa profondeur d'historique. Il va passer de 6 mois à quelques années, voire quelques dizaines d'années. En termes de volumétrie, ça fait beaucoup. On va lui demander aussi de se rafraîchir beaucoup plus fréquemment. Donc on va passer du trimestre, du mois, à des reportings qui vont être à la journée, à l'heure, voire même parfois à la minute. On va lui demander aussi d'ingérer en fait un format de données, enfin des formats de données complètement déstructurés. Finalement, c'est ce qui nous vient du web. Et on va lui demander forcément d'être disponible worldwide. Alors, ce qui se passe dans l'histoire de l'informatique, à chaque fois qu'on a un problème de passage à l'échelle d'un système, qu'est-ce qui se passe? On découpe le système. Et la première brique qu'on va sortir de notre data warehouse, finalement, ça va être cette brique de stockage. On va construire ce qu'on appelle des DFS, Distributed File System. Et ces DFS, finalement, ils vont nous permettre de construire ce qu'on avait du mal à construire, cet aspect scalabilité, ce passage à l'échelle en fait, de notre volumétrie importante qui va augmenter ces 20 dernières années. Et une fois en fait, qu'on va avoir construit cette brique centrale qui va nous permettre de diffuser l'information sur plusieurs machines, sur des clusters entiers,
on va travailler un petit peu les formats. Au départ, on déposait la donnée de façon simple, assez plate, du CSV. Et puis après, en fait, on va travailler ce format pour qu'il soit un petit peu plus performant en termes analytiques, quand on va faire des requêtes dessus, donc de la lecture. On va construire des formats dits colonnaires. Le standard maintenant, c'est Parquet. Deuxième brique, les moteurs d'exécution. Ça, c'est ce qui va sortir aussi. Et ça va faire beaucoup parler. On va avoir plein de papiers de recherche là-dessus. Les moteurs d'exécution, ce qui est intéressant, c'est Spark en fait, qui va arriver et proposer une abstraction qui est intéressante, le dataset. Cette abstraction, en fait, ce qu'elle propose, le RDD, c'est Resilient Distributed Dataset. Elle nous propose en fait une collection d'enregistrements finalement. Donc nous, en tant que développeurs, on utilise une collection et puis on itère dessus, on fait des transformations. Et lui, derrière, il gère cette partie distribution du workload, de la charge de travail. Donc il va partitionner l'information et il va l'exécuter sur plusieurs clusters. Et il va gérer aussi cette partie résilience, c'est-à-dire que comme ça s'exécute sur plein de machines différentes, il va savoir gérer de façon transparente pour le développeur où est-ce que c'est parti en cacahuète et où est-ce qu'il faut le réexécuter quelque part. Donc on va avoir avec ce genre de système de moteur d'exécution finalement une capacité de transformer la donnée de façon très élastique. Donc on avait le stockage qui nous permettait de stocker beaucoup d'informations. Là, on va avoir un système qui nous permet de traiter beaucoup d'informations. Alors la troisième brique qu'on va sortir, c'est les structures. Au départ, on est dans un format relationnel avec des tables qui sont en relation les unes avec les autres. Ça, c'est notre modèle Data Warehouse. Et assez rapidement, en fait, comme on a découpé le problème de stockage et d'enregistrement de la donnée du problème de lecture de l'information, en faisant ça, on va s'ouvrir la possibilité d'avoir des structures très différentes et des structures beaucoup plus avancées que ce qu'on pouvait avoir précédemment. Donc, on va travailler avec des data frames. C'est une sorte de feuille Excel, mais vraiment gigantesque, qui peut gérer des milliards de données. On va travailler avec des arbres, des graphes. On va avoir tout un tas de structures qui vont être imbriquées, qui vont coller un petit peu à nos use cases qu'on a avec le web, finalement. Et la quatrième brique qu'on va sortir, c'est les dialectes. Alors au départ, on avait le SQL. Le SQL, c'est un langage de requêtage. Et on le considère comme un langage de requêtage, pas encore comme un langage de programmation. Et on va avoir une population de data engineers qui va débarquer dans le monde de la data et qui va venir avec ses pratiques de software et donc avec des langages de programmation, notamment Scala pour Spark et Python avec Pandas. Et du coup, on va commencer à considérer le SQL non pas comme un langage de requêtage, mais aussi comme un langage de programmation. Et on s'est dit, finalement, si on l'utilise comme ça, on peut arriver avec les pratiques qu'on a dans le monde du software, notamment l'intégration continue, les tests, le versionning. Toutes ces pratiques-là, en fait, on va pouvoir l'appliquer aussi au monde de la data. Alors, les game changers là-dedans, finalement, c'est que la première partie, les moteurs d'exécution, les stockages, à partir de 2010, les fournisseurs cloud, ils commencent à le proposer sur étagère. Donc on va plus avoir besoin d'une armée d'ingénieurs pour maintenir un service scalable qui soit performant. On va pouvoir directement aller prendre une solution qui est dans le cloud et gagner du temps. Ça va changer les choses parce que ça va ouvrir à toute une part de la population et plein d'entreprises qui n'avaient pas accès à ça, finalement, de pouvoir se lancer dans la partie analytique. Ensuite, ce qui a changé les choses, c'est qu'on a découpé le problème en deux, c'est-à-dire la problématique de stockage de la problématique de lecture. Et avec ce schema and read, finalement, c'est ouvert les possibilités de structures différentes. Et c'est là où on a vu beaucoup plus de use cases qui ont apparu. Et finalement, tout le reste, on a considéré ça comme du code source. Donc après avoir travaillé sur les langages de programmation, on a pu justement avoir la modélisation qui a évolué, qui a été considérée aussi comme du code source, avec des outils comme DBT par exemple. Et puis la partie sémantique, savoir contractualiser
un jeu de données, un dataset. Alors on arrive en 2010, le bilan c'est qu'on a un data warehouse qui est surpuissant, il est sur étagère, il est dans le cloud, et il sait gérer du pétaoctet de données géorépliquées, il a une puissance de calcul qui est élastique, il sait gérer aussi des données très hétérogènes, et en plus, il propose des fonctions modernes. Alors la deuxième étape de notre petit Néo, finalement, il va être confronté à son prochain challenge, c'est les ETL. Les ETL, on l'a vu dans l'architecture, ça n'a pas encore bougé ça. Donc à partir de 2010, ça va évoluer. Alors si on revient un petit peu en arrière, les ETL, ils se situent sur la gauche de notre architecture et finalement, ce qu'ils vont prendre, c'est à peu près la même chose que le data warehouse précédemment, sauf qu'en plus, on va leur demander de gérer beaucoup plus de sources d'informations différentes. Ça va être difficile à maintenir. Pourquoi? Parce que les ETL, à l'époque, ils sont conçus. C'est des interfaces, en fait, qui permettent de relier des boîtes à d'autres boîtes avec des flèches. Et du coup, sur un pipeline de données, ça va bien. Sur 2 pipelines, ça va encore. Mais quand on le fait à 10 ou 100 pipelines de données, ça commence à être compliqué. Compliqué de travailler dessus, ça commence aussi à être compliqué de travailler à plusieurs dessus. Donc c'était cantonné à une toute petite partie de l'équipe data. Et en plus, c'est difficile à passer à l'échelle parce qu'on l'a vu avec le data warehouse, c'est le même principe, c'est un monolithe. Donc on va assez rapidement avoir l'ennemi juré de Néo qui va débarquer, qui va se multiplier de façon anarchique et qui va le forcer à évoluer très rapidement. Alors notre ETL, du coup, il va être découpé. Notre agent Smith, il est en bas, en fait, il s'est multiplié avec les produits en SaaS, Software as a Service. Et finalement, il va être découpé en 3 étapes, l'extraction, la transformation et le chargement. Sauf que ça ne bénéficie pas encore de la puissance du cloud. Du coup, assez rapidement, on va remettre au goût du jour une idée qu'on avait déjà auparavant, qui s'est répandue beaucoup plus à ce moment-là, et on va voir pourquoi. On va inverser en fait les deux, la transformation et le chargement. Ça va nous permettre de bénéficier très rapidement du cloud et de la puissance du cloud. Ce qui fait que, une fois qu'on aura chargé les données sur notre cloud et sur des stockages de type S3, on va pouvoir les historiser avec des volumétries très conséquentes et ensuite les charger dans notre data warehouse. Et une fois qu'on a fait ça, notre data warehouse, il a la puissance de calcul, on l'a vu, pour pouvoir transformer, modéliser, exposer l'information. Et puis après, notre phase d'extraction, finalement, elle est très simple. C'est des connecteurs sur étagère qui vont se plugger à des API. Alors on continue à avancer, notre petit Néo, il arrive en 2015. Et en 2015, voilà, notre architecture data, elle commence à être bien fournie. Il y a beaucoup d'outils différents. Du coup, là-dessus, ce qui va émerger, c'est le besoin d'orchestrer tout ça, d'avoir une vue globale, de pouvoir vraiment avoir une planification et des outils en fait, qui s'exécutent de façon cohérente les uns après les autres. C'est là où en fait, des outils comme Airflow vont émerger. Airflow, ce qu'il propose, c'est une abstraction qu'on appelle le DAG, Directed Acyclic Graph. Ce DAG, c'est un truc qui n'est pas nouveau, sauf que Airflow, il va le proposer de façon programmable. Ça va être une abstraction qu'on va pouvoir développer avec, on va pouvoir versionner, tester et intégrer finalement. Et c'est ça le gros changement par rapport aux ETL précédents, c'est que là, en fait, Airflow, il va ouvrir à toute une nouvelle population de la data qui va arriver dedans, l'accès en fait à ce data flow. Alors une fois qu'on a orchestré tout ça, on a quand même une problématique, c'est les outils se passent l'information d'un outil à un autre, mais les métadatas, généralement, ce n'est pas très standardisé. Donc il va falloir aussi avoir un moyen de contrôler que le dataset qui a été créé par un outil correspond bien à l'usage qu'on va en faire dans le second outil. C'est là où on va avoir des outils comme Great Expectation qui sont arrivés avec un postulat, c'est de dire, OK, la qualité de données, finalement,
on ne la mesure pas de façon absolue. On va la mesurer de façon relative par rapport à un use case. Donc on va inverser le raisonnement. Et en faisant ça, en gros, on va pouvoir exprimer qu'à telle étape, j'ai besoin de telles caractéristiques dans mes données pour que mon use case fonctionne. Donc c'est beaucoup plus centré sur la finalité et l'usage que vraiment d'essayer de définir la qualité de données de façon absolue. Alors on arrive en 2020, c'est la fin du cycle IT pour moi. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on est revenu à peu près à la même architecture finalement, et dans le monde de l'informatique, on revient à peu près sur la même architecture, sur les mêmes principes, avec des évolutions. Finalement, on voit que c'est assez cyclique, ça revient toujours en fait au point de départ, mais avec des évolutions. Et alors, dans Matrix Révolution, ce qui se passe finalement, c'est à peu près la même chose. Neo, il casse tout. La matrice, à la fin, elle est reboot. Donc on a une nouvelle version de la matrice qui arrive avec des nouvelles règles et des nouveaux standards. Alors dans notre monde à nous, en 2023, c'est quoi les nouveaux standards au niveau de la data ? Le premier, c'est que Data Warehouse, maintenant, il est dans le cloud. Et il ouvre justement cette capacité d'analytique à toute entreprise. N'importe qui peut se saisir de ça. Le deuxième standard, c'est que tout est exprimé as code. On va aller chercher ça en fait. Le pipeline, on l'a vu avec le DAG, il est as code. La modélisation, on l'a vu avec DBT, elle est as code. Les contrats de données, Great Expectation, c'est as code aussi. Troisième standard, finalement, c'est que ce DAG, le Directed Acyclic Graph, il a rendu accessible à plein de nouvelles populations l'accessibilité à la donnée et à ce monde analytique. Au départ, on n'avait que les analystes, et puis finalement, on a eu des ingénieurs, on a eu des gens du produit, on a eu des data scientists, donc des scientifiques, on a eu plein de gens en fait, qui sont arrivés dedans et qui ont pu travailler sur la même base, sur le même data flow. Et quatrième, les datasets respectent des contrats pour servir des utilisateurs. Donc on est beaucoup plus proche qu'avant d'un usage par les utilisateurs, des use cases qui vont être pour les utilisateurs finaux, pour vos clients, etc. Et ces trois-là sont devenus un peu incontournables dans toute moderne data stack. Alors, vous allez me dire, Ben, t'es bien gentil, ça fait à peu près 20 minutes que tu nous parles du passé, il serait temps de parler de l'avenir. Et moi, je vais vous répondre tel l'oracle l'aurait répondu à Néo quand il est venu la voir la première fois. Tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Ça tombe bien parce qu'on sait d'où on vient, et vous allez voir la suite, elle est assez triviale, en tout cas pour la première partie. On va continuer à se déplacer vers la droite. Ça, c'est ma première prévision pour la suite. C'est en train de se passer. Finalement, dans notre architecture, dans notre paysage, la partie de droite, elle n'a pas encore bougé. Et toute cette partie va être amenée à bouger dans les années qui viennent. Et ce monde du reporting, il va être exprimé aussi as code. Pourquoi ? Parce qu'on a une nouvelle population qui commence à se saisir de cet univers. On a les développeurs front en fait, qui débarquent là-dedans, qui commencent à développer des applications web analytiques. Et du coup, ils viennent avec leurs techniques, leurs technologies et leurs pratiques. Du coup, on a du Node.js, on a du JavaScript, du TypeScript, du React, etc., etc. Ça va débarquer là-dedans. Et donc, un des premiers que j'ai listé là, c'est Lightdash. C'est un peu une évolution de Looker finalement, ou de Power BI. Ça se branche en synchronisant la visualisation qu'il va faire. Il se branche directement avec DBT et la modélisation qui est dans notre Data Warehouse. Et ce qu'il propose, c'est une expérience développeur. C'est ça qui est intéressant. C'est que tout derrière, en fait, le reporting qui va être fait, on a des environnements de sandbox, on peut développer dessus, tester et intégrer notre code, avoir une intégration avec GitHub, avec GitLab, avec ce genre d'outils, avoir de la peer review, etc., etc. Donc on va avoir justement cette mécanique de reporting as code qui est développée là-dedans et qui est poussée. On a aussi Cube,
qui est un peu le revival du Cubolab. Je ne sais pas si certains ont connu ça. Sauf que là, en fait, c'est version API Gateway. L'idée derrière, c'est de dire, bah voilà, on a plein de données d'entreprise qui sont intéressantes. Comment on les expose à des gens qui ne vont pas taper en SQL dans le data warehouse? Comment on les expose à un public, à des use cases beaucoup plus larges? Et le dernier, évident, ce qui est marrant, c'est que lui, ce qu'il va complètement proposer comme expérience développeur, c'est toujours du reporting as code, sauf qu'il permet de le builder. Donc on va pouvoir intégrer la construction des dashboards au moment du build dans notre CI. Et après, délivrer le dashboard sous forme de HTML JavaScript en le déposant sur des CDN, sur du GitHub Pages, sur ce genre de choses. Donc là, on n'a plus du tout en fait, besoin d'avoir un serveur d'analyse qui va venir prendre directement l'information pour l'ingérer et l'indexer. Finalement, on va builder directement nos reporting. C'est excitant, non? Ok, deuxième phase, la remise en question du SQL. Alors le SQL, il a été pas mal malmené ces 20 dernières années, on l'a vu. Il y a eu du NoSQL, le NewSQL, le SQLX. Il y a eu plein de variantes. Et puis finalement, on est toujours revenu quand même au SQL. Parce que c'est un super langage, hein. Il a été conçu dans les années 60, et puis voilà, on a eu énormément d'évolutions qui ont permis en fait à un langage comme ça de proposer en gros des capacités très avancées pour manipuler de la donnée. Le problème de ça, c'est quand on travaille dessus, on a toujours cette impression de faut construire un modèle mental pour le modifier. Si je touche à cette ligne-là, elle a un impact sur quelle autre ligne dans ma requête. Et là, on le voit bien, hein, les étapes, elles ne sont pas ordonnancées de façon verticale. Donc c'est très compliqué à éditer finalement. Ce qui a émergé l'année dernière, très vite, c'est à peu près à cette période-là, en mars, c'est un langage qui s'appelle Prequel. Prequel, en fait, c'est une évolution de SQL. Ça a été lancé sur un thread Hacker News où les gens ils ont commencé à discuter, et puis c'était un papier de recherche qui avait été fait dans les années 2000, qui a été repris pour en faire un langage. Et du coup, la communauté, elle a grandi à une vitesse exponentielle. C'était assez incroyable. Et ce que propose Prequel, du coup, c'est l'algèbre relationnelle. Donc on reprend en fait le meilleur du SQL, sauf qu'on l'ordonnance de façon verticale. Et ce qui est cool, c'est que la communauté, elle a déjà développé en 2 mois, donc en mai l'année dernière, c'était déjà stable, un compilateur qui transpile le Prequel en SQL. Et ils sont en train de faire le reverse aussi, là en ce moment. Et là-dedans, ce que ça permet, c'est que finalement, le langage Prequel, il est déjà stable. Il a déjà toutes les fonctionnalités du SQL, puisque le SQL, il n'a pas bougé depuis 1992. En tout cas pour la norme qui est supportée par la plupart des éditeurs. Du coup, notre Prequel, il est déjà fini, il est déjà fonctionnel. Le compilateur, il transpile du SQL, donc, ce qui fait qu'on est interopérable avec n'importe quel SGBD. Finalement, on pourrait déjà l'utiliser. Alors, ma troisième prévision, du coup, je l'ai appelée Modern Data Stack en boîte. Alors pourquoi je l'ai appelé comme ça, on va voir. On prend des fichiers Parquet, donc les fichiers Parquet, c'est l'évolution un peu de notre CSV, qui est le format un peu plus analytique. Okay. Donc il y a des données dedans, on a un gros dataset avec plein de données. Et on va utiliser une bibliothèque qui s'appelle Apache Arrow. Et Apache Arrow, ce que ça propose, c'est un condensé d'avancées technologiques des 20 dernières années pour pouvoir traiter de la donnée. C'est une petite librairie, hein, c'est une librairie qui a été développée ces 10 dernières années. C'est du code C, C++, et c'est porté dans n'importe quel langage. Donc, toutes les plateformes peuvent utiliser cette librairie. Cette librairie, d'ailleurs, est utilisée par Spark, Pandas, BigQuery, Redshift pour lire du Parquet.
Donc c'est vraiment un incontournable. Apache Arrow, ce que ça propose, c'est finalement de la vectorisation, donc d'exploiter la puissance de nos CPU à l'heure actuelle, de la lecture à la volée des données, donc d'éviter de charger les datasets en entier sur la machine, de savoir gérer des données compressées et en plus d'exploiter les statistiques pour optimiser les requêtes et les plans d'exécution. Donc ça, on le combine à une autre petite technologie qui s'appelle DuckDB, ça tombe bien, c'est la DuckConf. Et DuckDB, c'est pareil, c'est une base de données qui a émergé l'année dernière très vite et qui a gagné beaucoup en popularité ces 12 derniers mois. Et pourquoi ça a gagné en popularité? C'est parce que ça propose un concept très intéressant, c'est de l'embarquer, c'est de l'analytique embarquée dans le process qu'on va utiliser. Alors Arrow le proposait déjà, sauf que là, DuckDB, c'est une base de données qui sait parler SQL. C'est un parseur SQL. Donc ils ont pris le moteur Postgre et ils l'ont combiné avec Apache Arrow pour lire du parquet. Donc on fait du SQL sur des fichiers parquet directement, sans avoir à charger tout ça dans un serveur, sans avoir à monter tout ça en mémoire. Si on le combine à notre outil qui fait un peu maintenant l'unanimité, qui s'appelle DBT, alors DBT, ce qu'il propose, c'est un petit outil Python qu'on utilise quand on fait de la modélisation analytique, et il propose en fait de prendre une succession de fichiers SQL pour structurer les différentes étapes de construction de notre data warehouse. Donc à la fin, on se retrouve avec plein de tables qui sont nos modélisations finales, et au début, on a nos sources d'informations. Et DBT, il gère finalement le lineage de tout ce qui va s'exécuter de façon, en cascade. Ce qui est intéressant de travailler avec ça, c'est que justement, il exprime toute l'architecture de notre data warehouse as code. Du coup, il va pouvoir en fait conjuguer avec DuckDB et Apache Arrow, proposer un data warehouse sans l'infrastructure. Et si on conjugue avec le langage qu'on a vu juste avant, Prequel, on a un langage qui est moderne, parce que Prequel, finalement, il a ajouté quelques trucs qu'on n'avait pas dans le SQL, genre des fonctions, mais surtout aussi des strings formatés, des fonctions comme le pivot, l'unpivot, des trucs un petit peu utilitaires qu'on utilise tout le temps, finalement. Et en plus, il est compatible SQL. Avec ça, finalement, on a un data warehouse serverless. Donc, on peut l'exécuter n'importe où. Ça tourne sur une machine, ça tourne sur une fonction lambda, ça tourne aussi bien sur un Raspberry, ça va être incroyable. Moi, ça me fait penser au moment où on est passé de ça, dans les années 60, l'informatique qui était cantonnée à des scientifiques et des laboratoires sur des salles entières, à ça, la micro-informatique. La micro-informatique, ça a donné accès à l'informatique à tout le monde. Et du coup, tout le monde s'est mis à innover dessus. On a eu une phase d'innovation phénoménale parce que justement, c'était accessible. Là, ce qu'on va avoir aussi, c'est la même chose côté data. Si on le prend de façon plus verticale, notre stack, elle est simple, portable, légère et rapide à instancier. Et ça m'a fait penser, moi, quand je l'ai mis comme ça, à une autre stack qui est simple, rapide, portable. C'est Docker. En fait, quand on utilise Docker, on a une abstraction de l'infrastructure. Et ça a donné accès à toute une population qui n'est pas administrateur, de construire un service, d'opérer un service, cette notion de run, etc., etc. Et donc Docker, ça a chamboulé le monde de l'infrastructure. Ça le chamboule encore là maintenant. Alors moi, ça m'a fait penser au dernier opus de Matrix, parce que dans ce dernier opus, finalement, Neo, ce qu'il fait, c'est qu'il peut se connecter n'importe où à la matrice. Il n'a pas besoin d'infrastructure, il n'a pas besoin d'avoir son câble un peu dégueu là, qui se branche derrière. Il est dans la matrice là où il veut. Et nous, on va pouvoir faire la même chose. On sera dans notre monde data n'importe où.
Alors on m'a dit, Ben, à la DocConf, il y a des takeaways, il faut un takeaway. Voici mon takeaway. Durant ces 20 dernières années, il s'est succédé plein de populations différentes qui ont modifié un peu les pratiques dans notre monde data. Donc on a eu en 2000 les analystes qui étaient axés sur le reporting, la modélisation en étoiles, le SQL. Et puis en 2010, enfin la décennie 2000-2010, on a eu les ingénieurs. Un peu bourrins, ils ont fait le passage à l'échelle, ils ont fait tout ce qui était théorème de Cap et tout ça. Après, on a eu les scientifiques. Eux, ils ont travaillé sur les statistiques avancées, la modélisation matricielle, et puis le nombre de features qu'on peut avoir de façon incroyable, par exemple pour entraîner des modèles comme ChatGPT. Et là, dernièrement, depuis les années 2020, on a les équipes produits, les PO, les PM, les UX, qui s'emparent en fait de ce monde-là. Alors, qu'est-ce qui nous reste ? Ce qui nous reste, c'est le commun des mortels, le data citizen, finalement. On commence tous un peu déjà à utiliser des applications qui nous permettent de savoir comment on se comporte. Voilà, on sait aussi utiliser des statistiques un petit peu plus avancées que des moyennes, des choses comme ça. Quand on regarde Covid Tracker, par exemple, on a plein de statistiques assez avancées. Et ça, c'est accessible à une grande partie de la population. Donc la population commence à être appétente à ce genre de choses. Moi, j'utilise par exemple Linkso Banking pour suivre mes comptes en banque. Pour ceux qui s'entraînent, par exemple, il y a des statistiques avancées comme la VO2 max ou la VMA qu'on peut suivre. Il y a énormément de statistiques maintenant qui nous entourent dans le monde. Et du coup, cette nouvelle population, qu'est-ce qu'elle va provoquer à notre archidata et notre monolithe data warehouse ? Exactement la même chose. Il va falloir tout casser et recommencer un nouveau passage à l'échelle.